Il y a des moments dans la vie qui restent gravés dans l'âme, comme des cicatrices qui ne se referment jamais complètement. Les mots qui sortent de la bouche de celui que vous avez aimé et élevé avec tant de sacrifices ont le pouvoir de détruire quelque chose que vous ne saviez même pas pouvoir être brisé. Et c'est exactement ce qui s'est passé ce dimanche après-midi quand mon fils m'a insulté devant sa belle-mère. Comme si je n'étais rien, comme si toutes ces années que je lui ai consacrées ne valaient absolument rien. J'avais 58 ans quand c'est arrivé. 58 ans d'une vie dédiée à être père, à faire l'impossible pour garantir que mon fils ait tout ce que je n'ai jamais eu. Je l'ai élevé seul, après que sa mère nous a quittés quand il avait seulement 5 ans. J'ai travaillé à 2 emplois pendant des années, sur les chantiers le matin et comme gardien de nuit, juste pour garantir qu'il puisse étudier dans une bonne école, avoir des vêtements corrects, avoir une vie meilleure que la mienne. Je me souviens de ces nuits où je rentrais à la maison avec le dos cassé, les mains calleuses, si fatigué que je tenais à peine debout. Mais même ainsi, je préparais son dîner, l'aidais avec ses devoirs, lui demandais comment s'était passée sa journée à l'école. Il était ma vie entière, ma raison d'être, la raison pour laquelle je me levais tous les jours et affrontais cette routine épuisante sans jamais me plaindre. Je l'ai vu grandir, devenir un homme. J'ai réussi avec beaucoup d'efforts à lui payer des études dans une école de commerce privée. J'ai contracté des crédits, fait des heures supplémentaires, vendu la vieille montre que mon père m'avait laissée. Ça ne me dérangeait pas. Tout en valait la peine si c'était pour son avenir. Il a obtenu son diplôme en gestion, a décroché un bon emploi, a rencontré une fille de bonne famille et s'est marié. J'ai pensé que j'avais enfin accompli mon rôle, qu'il était établi, heureux, construisant sa propre vie. Mais les choses ont commencé à changer après le mariage. Sa femme venait d'une famille aisée. Tu sais, ce genre de gens qui ont toujours tout eu, qui n'ont jamais eu à se soucier de payer les factures à la fin du mois, qui n'ont jamais su ce que c'est de choisir entre acheter de la nourriture ou des médicaments. Et sa mère, ma commère, était particulièrement compliquée. Elle me regardait toujours de haut, avec ce petit sourire faux faisant des commentaires subtils sur mes vêtements simples, mon petit appartement à Clichy, ma façon de parler avec mon accent du Nord. Au début, mon fils me défendait encore. Quand sa belle-mère faisait un commentaire méchant, il changeait de sujet, me tapait sur l'épaule, disait que j'étais le meilleur père du monde. Mais avec le temps, j'ai remarqué qu'il changeait. Les visites sont devenues plus rares, les appels plus courts. Quand j'allais chez eux, dans leur appartement du 16e arrondissement, je sentais que je dérangeais, que j'étais un intrus dans ce monde de luxe où ils vivaient maintenant. Ce dimanche fatidique, j'avais été invité à un déjeuner chez eux. J'ai pensé que ce serait une occasion de passer du temps avec mon fils, peut-être de me reconnecter un peu. Je suis arrivé avec une tarte aux pommes que j'avais préparée à l'aube, en utilisant une vieille recette de ma grand-mère normande. J'ai mis tout mon cœur dans cette tarte, chaque ingrédient choisi avec soin, même si ça m'avait coûté un peu plus que ce que je pouvais me permettre. Sa belle-mère était là, évidemment, assise dans le salon, comme si elle était la maîtresse du monde, avec sa robe de créateur et ses bijoux voyants. Elle m'a à peine regardé quand je suis entré, juste un hochement de tête désinvolte. Mon fils était sur le canapé, sur son téléphone, et il lui a fallu quelques secondes avant de remarquer que j'étais arrivé. Le déjeuner a été tendu dès le début. J'essayais de faire la conversation, je posais des questions sur son travail, sur leurs projets, mais les réponses étaient courtes, presque irritées. Sa belle-mère monopolisait la conversation, parlant de leur voyage, des restaurants étoilés qu'ils fréquentaient, des travaux qu'ils faisaient dans leur maison de vacances en Provence. Je ne faisais qu'écouter, me sentant de plus en plus petit à cette table. Alors, dans une tentative de contribuer à la conversation, j'ai commis l'erreur de mentionner que je pensais à ouvrir un petit atelier de réparation de vélos. J'ai toujours aimé bricoler, et j'ai pensé que je pourrais peut-être transformer ça en petit commerce, gagner un peu d'argent supplémentaire pour ma retraite. J'avais à peine fini de parler que sa belle-mère a lâché un rire. Ce n'était pas un rire sympathique, c'était un rire de moquerie, froid, cruel. « Ah, comme c'est mignon !» a-t-elle dit avec ce ton de voix qui feignait la douceur, mais n'était que pur venin.
À votre âge, encore à rêver d'être entrepreneur. Vous savez, cher monsieur, certaines personnes naissent pour servir, pas pour diriger. Il n'y a pas de honte à ça. J'ai senti mon visage brûler. Mon cœur s'est emballé. J'ai regardé mon fils, espérant qu'il dise quelque chose, qu'il me défende, qu'il montre à cette femme qu'elle ne pouvait pas me parler ainsi. Mais il a juste regardé son assiette, remuant la nourriture avec sa fourchette, comme s'il n'avait rien entendu. « Fils, ai-je dit, ma voix tremblante, tu ne vas rien dire ?» Et c'est là que c'est arrivé. Il a levé les yeux et ce que j'ai vu là n'était pas le garçon que j'ai élevé, ce n'était pas le fils que j'aimais. C'était un étranger avec de la colère dans les yeux. « Papa, pour l'amour de Dieu, tu ne peux pas rester tranquille 5 minutes ?» a-t-il explosé. « C'est toujours la même chose avec toi. Tu veux toujours te faire remarquer, toujours avec ces idées ridicules. Tu crois que tu vas devenir entrepreneur? Regarde-toi. Tu arrives à peine à payer tes propres factures. » Chaque mot était un coup de poignard. J'ai senti l'air fuir de mes poumons. La pièce a commencé à tourner. « Tu es une honte », a-t-il continué, et sa voix était chargée d'un mépris que je n'avais jamais entendu auparavant. « Tu viens ici avec tes tartes faites maison pathétiques, avec tes vieux vêtements, nous embarrasser devant la famille de ma femme. Tu ne comprends pas que tu ne fais pas partie de ce monde. Tu n'en feras jamais partie. » Le silence qui a suivi était assourdissant. Sa belle-mère avait un sourire satisfait. Sa femme regardait la table, mal à l'aise mais sans courage pour intervenir. Et mon fils me regardait comme si j'étais un problème, qu'il voulait éliminer. Je me suis levé de table, sans dire un mot. Mes jambes tremblaient, mais je me suis forcé à marcher. J'ai pris ma veste, j'ai laissé la tarte dans la cuisine et je suis sorti de cette maison. Je n'ai pas pleuré, tant que j'étais là. Je n'allais pas leur donner cette satisfaction, mais dès que je suis monté dans le métro, les larmes ont commencé à couler et elles ne se sont pas arrêtées jusqu'à ce que j'arrive chez moi. Si tu veux savoir ce qui s'est passé ensuite, laisse ton like et abonne-toi à la chaîne Les Conseils de Papy, parce que cette histoire ne fait que commencer et ce qui va suivre va te laisser bouche bée. Et dis-moi en commentaire d'où tu regardes cette vidéo. La nuit qui a suivi ce dimanche a été la plus longue et la plus douloureuse de ma vie. Je suis rentré chez moi quand le soleil se couchait déjà, teintant le ciel de ces tons orange et roses que je trouvais normalement si beaux, mais qui ce jour-là me semblaient juste une moquerie cruelle de ma douleur. Comment le monde pouvait-il continuer à être si beau quand mon cœur était en miettes ? Je suis entré dans mon petit appartement, cet espace qui avait toujours été mon refuge, mon port d'attache, et soudain, il m'a semblé absurdement vide. Les murs que j'avais peints avec tant de soin, les meubles simples que j'avais achetés au fil des années, les photos de lui éparpillées partout, tout ça qui avant m'apportait du réconfort, maintenant m'étouffait de souvenirs douloureux. Il y avait des photos de lui dans tous les coins. Bébé dans mes bras, souriant, avec ses petits yeux pleins d'innocence. Enfant le premier jour d'école, fier avec son nouveau cartable que j'avais acheté après avoir fait des heures supplémentaires pendant 1 mois entier. Adolescent, à la remise des diplômes du lycée, beau dans le costume que j'avais acheté d'occasion au Puce de Saint-Ouen parce que je ne pouvais pas m'en payer un neuf. Adulte le jour de la remise de son diplôme de l'école de commerce, me serrant dans ses bras, murmurant à mon oreille « On a réussi, papa, on a réussi ». J'ai regardé chacune de ces photos et je me suis demandé où j'avais fait une erreur. À quel moment ce garçon doux et affectueux s'était-il transformé en l'homme cruel qui m'a insulté aujourd'hui? Qu'est-ce que j'ai mal fait dans son éducation? Est-ce que je l'ai trop gâté? Est-ce que je l'ai trop protégé? Est-ce qu'en lui donnant tout, j'ai oublié de lui enseigner le plus important? La gratitude, le respect, l'empathie. Je me suis assis sur le canapé, encore avec les vêtements du déjeuner, et j'ai laissé les larmes enfin couler librement. J'ai pleuré comme je n'avais pas pleuré depuis des années, peut-être des décennies. J'ai pleuré pour l'humiliation que j'ai ressentie. J'ai pleuré pour le manque de respect, mais surtout, j'ai pleuré pour la perte. Parce qu'à ce moment-là, j'ai réalisé que j'avais perdu mon fils.
pas à cause de la mort, ce qui aurait peut-être été plus facile à accepter, mais à cause de la cupidité, de la honte, de valeurs que je ne lui ai jamais enseignées. La nuit est tombée complètement, et je suis resté assis dans le noir. Je n'ai pas eu la force de me lever et d'allumer la lumière. Je n'ai pas eu envie de manger, de prendre une douche, de faire quoi que ce soit. Je suis juste resté là à repasser chaque moment de cet après-midi terrible dans ma tête, chaque mot cruel, chaque regard de mépris, ce sourire satisfait de sa belle-mère. « Tu es une honte !» Les mots résonnaient dans mon esprit comme un disque rayé, répétant à l'infini. Moi qui ai tout sacrifié pour lui, j'étais une honte. Moi qui ai renoncé à mes rêves pour réaliser les siens, j'étais un embarras. Moi qui ai aimé inconditionnellement, j'étais indésirable. Vers minuit, mon téléphone a sonné. C'était lui. Mon premier instinct a été de répondre comme je le faisais toujours disponible, toujours prêt pour lui. Mais ma main s'est arrêtée en l'air, tremblante. J'ai regardé son nom sur l'écran, illuminant mon visage dans le noir, et quelque chose en moi a changé. J'ai laissé sonner jusqu'à ce que ça tombe sur la messagerie vocale. Quelques secondes plus tard, un message est arrivé. « Papa, j'ai besoin que tu viennes demain matin préparer cette quiche lorraine que j'aime. Je reçois des collègues de travail à dîner et je veux les impressionner. Sois là à 7 heures. » J'ai lu ce message 1, 2, 3 fois. Aucune excuse, aucune reconnaissance de ce qui s'était passé. Juste un autre ordre, une autre demande, comme si j'étais un employé à sa disposition, comme si ces mots horribles qu'il avait dits quelques heures plus tôt n'avaient jamais été prononcés. Et c'est à ce moment-là, assis dans le noir de mon appartement, regardant ce message froid et insensible, que quelque chose s'est brisé en moi. Ce n'était pas mon cœur, celui-là était déjà en morceaux. C'était quelque chose de différent. C'était la corde qui me liait au rôle de père soumis, toujours disponible, toujours pardonnant, toujours se sacrifiant. Je n'ai pas répondu au message. À la place, je me suis levé, j'ai allumé la lumière et je suis allé à la cuisine. J'ai mis de l'eau à chauffer et j'ai préparé une tisane de tilleul, cette recette que ma mère faisait quand j'étais angoissé. Je me suis assis à la table de la cuisine, cette même table où j'avais préparé des milliers de repas pour lui au fil des années. Et j'ai commencé à réfléchir. J'ai pensé à toutes les fois où j'avais renoncé à faire quelque chose pour moi, pour faire pour lui. J'ai pensé aux opportunités que j'ai refusées, aux rêves que j'ai mis de côté, aux relations que je n'ai pas cultivées, parce que toute mon énergie était tournée vers lui. J'ai pensé à comment je me suis complètement effacé, transformant mon identité entière en être père, comme si je n'étais pas une personne complète, avec des désirs, des besoins et une dignité propre. Et alors, j'ai pensé à quelque chose que mon grand-père disait dans mon enfance. Celui qui ne te valorise pas quand tu es présent doit sentir ton absence pour apprendre. À l'époque, je ne comprenais pas complètement ce qu'il voulait dire, mais cette nuit-là, assis dans ma cuisine à 3 heures du matin, buvant une tisane de tilleul avec des larmes séchées sur le visage, j'ai enfin compris. Mon fils avait besoin d'une leçon. Pas une leçon de colère ou de vengeance cruelle, mais une leçon sur les conséquences, sur le respect, sur la valeur de ce qu'on ne réalise que quand on le perd. Et moi, qui avais été son professeur dans tant de choses au long de sa vie, je devais lui enseigner encore celle-ci. J'ai ouvert le tiroir du buffet et j'ai pris mon cahier de recettes, ce vieux cahier taché où j'avais noté toutes les recettes qu'il adorait, toutes soigneusement testées et perfectionnées au fil des années pour plaire à son palais. J'ai feuilleté les pages en voyant des annotations dans les marges. Il a adoré cette version. Faire avec moins de sel. C'est sa préférée. Chaque recette-là était un témoignage de mon amour. Des heures et des heures de travail, d'essais et d'erreurs, de dévouement absolu. Et il avait tout jeté à ma figure comme si ça ne valait rien. Comme si je ne valais rien. Mais je valais. Et il était temps qu'il l'apprenne. J'ai pris un papier et un stylo et j'ai commencé à faire une liste. Pas une liste de courses pour la quiche qu'il avait exigée, mais une liste de tout ce que je faisais pour lui. Même après qu'il soit devenu adulte, même après qu'il se soit marié.
Les repas que je préparais et apportais chez lui chaque semaine. Les petits travaux de bricolage que je faisais encore quand il demandait. Les prêts d'argent qu'il ne remboursait jamais. Les services constants, les demandes sans fin, la disponibilité inconditionnelle. La liste est devenue longue, effroyablement longue. J'ai regardé ces 2 pages remplies et j'ai réalisé, peut-être pour la première fois avec une clarté totale, combien je me sacrifiais encore pour un homme adulte qui non seulement ne remerciait pas, mais me manquait de respect publiquement. Quand le soleil a commencé à se lever, j'étais encore éveillé, mais je ne pleurais plus. Mes yeux étaient secs, ma respiration était calme et mon esprit était clair. Très clair. J'avais un plan. Un plan simple, mais qui lui enseignerait quelque chose que toutes mes années de sacrifice n'avaient apparemment pas réussi à enseigner. Que l'amour n'est pas inconditionnel quand il vient accompagné de manque de respect, et que toute action a une conséquence. J'ai regardé l'horloge, il était 6h15 du matin. Dans 45 minutes, je devais être chez lui, préparant la quiche pour impressionner ses collègues de travail, mais je n'allais pas y être. Pour la première fois de ma vie, j'allais faire quelque chose de différent, quelque chose pour moi. À 7h du matin ce lundi, j'étais dans ma cuisine, mais je ne préparais rien pour emmener chez mon fils. J'étais assis à la table, buvant mon café calmement, quelque chose que je faisais rarement parce que j'étais toujours en train de courir pour résoudre quelque chose pour lui ou pour le travail. Le soleil entrait par la fenêtre, illuminant les tasses simples que j'avais, les petites assiettes dépareillées que j'avais collectionnées au fil des ans. Et pour la première fois depuis longtemps, j'ai regardé tout ça, et j'ai ressenti quelque chose qui ressemblait à la paix. Mon téléphone a commencé à sonner. C'était lui, évidemment. J'ai laissé sonner jusqu'à ce que ça tombe sur la messagerie. Il a sonné encore. Encore une fois, j'ai ignoré. Puis sont venus les messages, les uns après les autres, chacun plus irrité que le précédent. « Papa, où es-tu? Tu as oublié que tu devais être là à 7h. Je t'appelle et tu ne réponds pas. C'est très irresponsable. J'ai des gens qui viennent dîner. Tu me fais passer pour un imbécile. » J'ai lu chaque message avec un calme étrange. Cette personne désespérée et anxieuse de la nuit dernière avait été remplacée par quelqu'un de différent, quelqu'un qui était fatigué, quelqu'un qui en avait assez, quelqu'un qui s'était enfin réveillé d'un sommeil qui durait des décennies. Je n'ai répondu à aucun message. À la place, j'ai fini mon café, j'ai pris une longue douche, je me suis habillé calmement et je suis sorti. J'avais décidé de faire quelque chose que je n'avais pas fait depuis des années, rendre visite à mon vieil ami Marcel, qui habitait à l'autre bout de Paris, près du Père-Lachaise. Marcel avait été mon meilleur ami avant la naissance de mon fils, mais nous nous étions éloignés quand je m'étais complètement plongé dans la paternité et qu'il avait poursuivi sa carrière de menuisier ébéniste. J'ai pris le métro pour arriver chez lui, et pendant tout le trajet, mon téléphone n'arrêtait pas de sonner. Mais je ne répondais pas. Chaque sonnerie était un rappel d'années de disponibilité inconditionnelle, d'urgence inventée, de demandes urgentes qui n'étaient rarement vraiment urgentes. Et chaque sonnerie que j'ignorais était un petit acte de libération. Marcel a été surpris de me voir à sa porte. « Eh ben, ça fait un bail. Entre, entre, a-t-il dit, me tirant à l'intérieur avec une accolade chaleureuse. Son appartement était agréable et accueillant, plein de livres et de petits meubles qu'il avait fabriqués lui-même, un reflet d'une vie bien vécue et équilibrée. Nous nous sommes assis dans son salon et avant que je ne m'en rende compte, je lui racontais tout. Le déjeuner, les insultes, la belle-mère, son message froid, la nuit d'insomnie. Marcel m'a écouté en silence, et quand j'ai eu fini, il m'a serré l'épaule avec fermeté. « Tu sais ce que c'est, n'est-ce pas ?» a-t-il dit doucement. « C'est de la maltraitance émotionnelle. C'est peut-être ton fils, mais ça ne change pas ce que c'est. Il t'utilise, te manque de respect et s'attend à ce que tu continues à le servir. Et le pire, c'est que tu as permis ça pendant si longtemps qu'il pense que c'est son droit. Entendre ça de quelqu'un de l'extérieur, quelqu'un qui me connaissait avant que je ne devienne juste le père de quelqu'un, c'était comme recevoir un seau d'eau froide. Il avait raison.
J'avais normalisé des comportements que je n'aurais jamais dû accepter. Je m'étais convaincu que c'était mon rôle, mon devoir, ma mission. Mais la vérité, c'est que je m'étais perdu dans le processus. « Qu'est-ce que tu vas faire ?» a demandé Marcel. « Je ne sais pas encore exactement, ai-je admis. Mais je sais que je ne vais pas redevenir cet homme qui laisse tout tomber quand il claque des doigts. Il doit apprendre que les gens ne sont pas au monde pour le servir. Et si je ne lui enseigne pas ça maintenant, personne ne le fera. » Nous avons passé toute la matinée à discuter, à nous rappeler qui j'étais avant, les rêves que j'avais, les choses que j'aimais faire. Marcel m'a montré de vieilles photos de quand nous étions jeunes, pleins de vie et de projets. Et en regardant ces photos, je me reconnaissais à peine. Où était passé l'homme de cette photo qui riait tant, qui avait une lueur dans les yeux, qui croyait aux possibilités? Vers midi, mon téléphone a sonné à nouveau. Mais cette fois, ce n'était pas mon fils. C'était ma belle-fille. J'ai répondu, curieux de ce qu'elle aurait à dire. « Beau-père !» Sa voix était tendue. « Vous devez venir. Julien est... Il est très énervé. Il a annulé le dîner avec ses collègues parce qu'il n'a rien à servir. Il est furieux. Il dit que vous l'avez laissé tomber. S'il vous plaît, vous pouvez venir, s'il vous plaît. » Il y avait un ton de supplication dans sa voix, mais aussi quelque chose de plus, de la peur. Elle avait peur de sa réaction, et ça m'a dit beaucoup sur le genre d'homme que mon fils était devenu, pas seulement avec moi, mais probablement avec elle aussi. « Ma petite, ai-je dit calmement, je ne viendrai pas, et vous devez comprendre une chose, ce qui s'est passé hier chez vous était inacceptable. Votre mari m'a profondément manqué de respect devant vous tous, et personne n'a rien dit. Vous n'avez pas levé le petit doigt pour me défendre, alors maintenant, il récolte ce qu'il a semé. Et je vous suggère de réfléchir au genre d'homme que vous avez épousé. » Il y a eu un silence de l'autre côté, puis elle a dit tout bas, « Je sais, je suis désolé, j'aurais dû dire quelque chose. J'ai été lâche de ma part, mais ma mère était là et je ne voulais pas causer plus de conflits. Il y a des moments, ai-je répondu, où le silence est plus violent que les mots. Et hier était un de ces moments. Vous avez choisi votre confort plutôt que ma dignité. Et maintenant, tout le monde doit vivre avec les conséquences de ses choix. » J'ai raccroché avant qu'elle ne puisse répondre. Mes mains tremblaient, mais pas de peur ou de doute. Elles tremblaient de l'adrénaline de me défendre enfin, de tracer enfin une ligne qui ne serait pas franchie. Marcel me regardait avec un sourire fier. « Tu n'as pas idée depuis combien de temps j'attendais de voir ça, » a-t-il dit. L'homme fort que je connaissais qui revient à la vie. Le reste de la journée s'est passé à un rythme différent. Nous avons déjeuné ensemble. Nous sommes allés nous promener au jardin du Luxembourg. Nous avons pris un café en terrasse comme deux amis qui avaient du temps et aucune obligation urgente. C'était libérateur. Mon téléphone a continué à sonner périodiquement, mais je l'ai mis en silencieux et j'ai simplement vécu cette journée pour moi. Quand je suis finalement rentré chez moi, il faisait déjà nuit. Il y avait des dizaines de messages non lus, certains de lui, certains de sa femme, même certains de numéros que je ne connaissais pas. Probablement des amis à lui, essayant de me convaincre de ne pas exagérer, d'être raisonnable, de penser à la famille. Mais je pensais à la famille. Je pensais à moi qui faisais aussi partie de cette famille. Je pensais à l'homme qui méritait le respect, qui méritait la dignité, qui méritait d'être traité comme un être humain et non comme un employé à disposition. Avant de dormir, j'ai fait quelque chose de symbolique mais puissant. J'ai pris ce cahier de recettes avec toutes ces annotations des plats préférés de mon fils et je l'ai rangé au fond de l'armoire. Je ne l'ai pas jeté, c'était quand même mon travail, mon art, mes créations. Mais il n'aurait plus accès libre et illimité à elles, pas jusqu'à ce qu'il comprenne la vraie valeur de ce qu'il avait perdu. Le mardi matin, je préparais mon propre petit déjeuner sans me presser, quand j'ai entendu la sonnette retentir avec insistance. J'ai regardé par le Judas et il était là, mon fils, à la porte de mon appartement, avec cette expression que je connaissais si bien. L'expression de quelqu'un qui pense pouvoir tout résoudre avec un visage fermé et une voix autoritaire.
J'ai respiré profondément. Pendant un moment, j'ai envisagé de ne pas ouvrir, mais j'ai réalisé que cette conversation devait avoir lieu. Il devait entendre, peut-être pour la première fois de sa vie, les conséquences réelles de ses actes. J'ai ouvert la porte, mais je suis resté dans l'encadrement, sans l'inviter à entrer. « C'est quoi ce délire, papa ?» a-t-il commencé sans aucun bonjour, sans même demander comment j'allais. « Tu m'as complètement laissé tomber. J'ai dû commander des plats de traiteur, dépenser une fortune, et en plus j'ai eu l'air ridicule devant mes collègues. Quel genre de père fait ça ?» Je l'ai regardé, vraiment regardé, et j'ai vu non pas le garçon que j'ai élevé, mais un homme gâté et égocentrique qui pensait que le monde tournait autour de lui. Et pour la première fois, je n'ai pas eu envie de me justifier, de m'excuser, d'arranger les choses. Le genre de père, ai-je répondu calmement, qui a été insulté et humilié devant d'autres personnes par son propre fils. Le genre de père qui a réalisé qu'il était utilisé et méprisé. Le genre de père qui a décidé qu'il méritait mieux. Il a cligné des yeux, clairement ne s'attendant pas à cette réponse. Il était habitué au père qui baissait la tête, qui s'excusait, qui courait pour régler tous ses problèmes. Il n'était pas préparé à cette nouvelle version. « Ah, donc c'est une bouderie, parce que j'ai dit quelques vérités chez nous ?» a-t-il répondu avec ce ton dédaigneux. « Tu es puéril, papa, j'étais énervé, j'ai dit des choses sans réfléchir, mais tu connais ma belle-mère, tu sais comme elle est difficile. J'essayais juste de maintenir la paix. Maintenir la paix, ai-je répété, sentant la colère commencer à bouillir en moi, mais gardant ma voix ferme. En jetant ton propre père sous le bus pour maintenir la paix avec une femme qui te méprise, presque autant qu'elle me méprise. Intéressant concept de paix, fils. Ne sois pas dramatique, a-t-il dit en levant les yeux au ciel. Je ne te méprise pas, mais tu dois admettre que parfois tu ne comprends pas certains environnements. Cette conversation sur ouvrir une affaire de réparation de vélo à ton âge, devant ma belle-mère, c'était gênant. Papa, tu dois comprendre la situation. Gênant, ai-je murmuré. Et quelque chose en moi s'est enfin brisé complètement. Pas de douleur cette fois, mais de clarté absolue. Tu sais ce qui est gênant, Julien? C'est travailler 16 heures par jour pour payer une école de commerce privée à son fils. C'est porter de vieux vêtements pour qu'il puisse en avoir des neufs. C'est se priver pour qu'il puisse bien manger. C'est sacrifier chaque rêve, chaque opportunité, chaque morceau de sa propre vie pour construire la sienne. Et ensuite, être traité de honte par ce même fils. Papa, je n'ai pas... Ne m'interromps pas, ai-je dit, et ma voix est sortie plus ferme que je ne l'attendais. Tu vas m'écouter maintenant. Pour la première fois depuis longtemps, tu vas vraiment m'écouter. J'ai passé 58 ans à être un bon père, à être le meilleur père que je pouvais être. Mais à aucun moment de ton manuel de comment être fils, tu n'as appris à être un bon fils en retour. Tu as appris à prendre, à exiger, à t'attendre, mais tu n'as jamais appris à remercier, à respecter, à valoriser. Il a ouvert la bouche, mais j'ai levé la main. Tu veux savoir pourquoi je ne suis pas allé préparer ta quiche ? Parce que j'ai réalisé que j'étais devenu un employé pour toi, pas un père, pas une personne, un employé que tu peux insulter quand tu es de mauvaise humeur et rappeler quand tu as besoin de quelque chose. Et je mérite mieux que ça. J'ai toujours mérité mieux que ça. J'ai vu quelque chose changer sur son visage. Pendant un moment, j'ai pensé que c'était du remords, de la reconnaissance, mais ensuite il a dit « D'accord, tu es contrarié. Je comprends. Je vais même te présenter mes excuses, si c'est ce que tu veux entendre. Désolé, papa. Voilà, maintenant, on peut revenir à la normale. Parce qu'en fait, je suis venu t'inviter à dîner demain. Ma femme va préparer quelque chose de spécial. Non, ai-je dit simplement. Comment ça, non? Je ne viendrai pas. Et il n'y aura plus de dîner, plus de service de dernière minute, plus de normal. Pas jusqu'à ce que tu comprennes vraiment ce que tu as fait. Et des excuses robotiques, ce n'est pas de la compréhension, c'est juste de la manipulation. Il est devenu rouge. Tu es sérieux? Tu me rejettes vraiment après tout ce que je t'ai donné? Cet appartement où tu vis, j'ai payé la moitié du loyer l'année dernière, quand tu étais au chômage. Je t'aide chaque fois que je peux. Tu m'aides? J'ai ri, mais c'était un rire amer. Fils,
Je t'ai prêté de l'argent pour l'apport de ta voiture. Tu ne m'as jamais remboursé. Je t'ai prêté pour ton voyage de noces. Je n'ai jamais revu la couleur de cet argent. Quand tu as été au chômage pendant 6 mois, qui a payé tes factures pendant que tu cherchais l'opportunité parfaite? Et ce loyer que tu dis avoir payé? Tu as payé 3 mois. J'ai payé cet appartement tout seul pendant les 15 dernières années, travaillant dans des emplois qui détruisent mon corps pour avoir un toit au-dessus de ma tête. Il est devenu pâle. Je crois qu'il n'avait jamais vraiment pris le temps d'additionner tout ce que je faisais, tout ce que je donnais, tout ce que je sacrifiais. « Mais tu es mon père », a-t-il dit, et sa voix avait maintenant un ton presque enfantin, comme si ça expliquait et justifiait tout. « C'est ton travail de t'occuper de moi. » Et c'est cette phrase, cette unique phrase, qui m'a fait réaliser que j'avais échoué dans une chose cruciale dans son éducation. Je lui avais appris à recevoir l'amour, mais pas à le rendre. Je lui avais appris à accepter les sacrifices, mais pas à les apprécier. Je lui avais appris que son confort était plus important que ma dignité. C'était mon travail de m'occuper de toi quand tu étais enfant. Ai-je corrigé? Quand tu étais vulnérable, dépendant, quand tu avais besoin de moi pour survivre. Mais tu es un homme adulte maintenant, Julien, marié, avec une carrière, et pourtant, tu me traites comme si je n'existais que pour te servir. Ce n'est pas une relation père-fils, c'est de l'exploitation. Tu es ridicule. Je m'en vais avant que tu dises encore plus de bêtises, a-t-il dit en tournant les talons. Très bien, ai-je répondu. Et quand tu seras prête à avoir une vraie conversation, une conversation où tu reconnais ce que tu as fait, où tu t'excuses vraiment du fond du cœur, et pas juste pour obtenir ce que tu veux, tu sais où me trouver. D'ici là, ne me contacte pas juste quand tu as besoin de quelque chose. Il s'est arrêté à la porte, à regarder en arrière avec une expression d'incrédulité totale. « Tu vas le regretter », a-t-il dit. « Non », ai-je répondu doucement. Je regrette seulement de ne pas avoir fait ça plus tôt. Les jours qui ont suivi notre discussion ont été étranges. Pour la première fois en plus de 30 ans, je n'avais pas la routine de me soucier de mon fils. Pas d'appel quotidien, pas de demande, pas cette sensation constante de devoir être disponible. Et ce que j'ai découvert était surprenant. Je ne savais pas qui j'étais quand je n'étais pas en train d'être père. Je me réveillais le matin et après avoir fait mon café, je me surprenais à prendre mon téléphone pour voir s'il avait envoyé un message. Rien. Une partie de moi ressentait un pincement au cœur. Est-ce que j'avais été trop dur? Mais une autre partie, une partie qui grandissait chaque jour, ressentait quelque chose de différent. Du soulagement, de l'espace pour respirer, de la liberté. J'ai commencé à faire des choses que je ne faisais plus depuis des décennies. J'ai repris ce livre qui était sur ma table de chevet depuis 2 ans, en me disant toujours que j'allais le lire, mais sans jamais trouver le temps. J'ai commencé à regarder cette série que mon collègue de travail n'arrêtait pas de recommander. Je suis allé au cinéma seul, quelque chose que je n'avais jamais fait de toute ma vie, et j'ai découvert que c'était merveilleux. Pas besoin de négocier quel film voir, pas besoin d'acheter du pop-corn pour faire plaisir à quelqu'un d'autre. Juste moi, mon choix, mon temps. J'ai appelé Marcel presque tous les jours. Il est devenu mon port d'attache pendant ces jours confus. « Tu traverses un deuil », m'a-t-il expliqué un jour. Ce n'est pas sa mort, mais c'est la mort de l'idée que tu avais de lui, de la relation que tu croyais avoir, et le deuil a besoin de temps. Il avait raison. J'étais en deuil, mais je renaissais aussi. C'était comme un papillon sortant de son cocon. Douloureux, laborieux, mais nécessaire. Une semaine après notre discussion, ma belle-fille m'a appelé. J'ai répondu parce que, contrairement à lui, elle avait été polie avec moi, même si lâche de ne pas m'avoir défendu. « Beau-père » a-t-elle commencé, et sa voix était fatiguée. « Je voulais juste vous dire que je comprends. Je comprends pourquoi vous avez fait ce que vous avez fait. Julien a été impossible cette semaine. Il n'arrête pas de se plaindre de la nourriture, de la maison, de tout. Et j'ai réalisé qu'il a toujours été comme ça. Je n'avais juste jamais remarqué parce que vous étiez toujours là pour tout résoudre. « Comment allez-vous maintenant » ai-je demandé, sincèrement inquiet. « Fatigué » a-t-elle admis. « Très fatigué. »
Il s'attend à ce que je fasse tout ce que vous faisiez. Et quand je dis que j'ai mon propre travail, mes propres affaires, il dit que je suis égoïste. Tout comme il vous a traité d'égoïste de ne pas être disponible tout le temps. Je suis resté silencieux, digérant. Mon fils reproduisait avec sa femme le schéma qu'il avait avec moi, et elle commençait seulement à voir ce que j'avais normalisé pendant des années. Vous devez établir des limites, ai-je dit gentiment. Je ne l'ai pas fait et regardez où nous en sommes. Ne faites pas la même erreur que moi. Vous êtes sa femme, pas son employé. Ma mère dit que j'exagère, que c'est le rôle de l'épouse de servir le mari, a-t-elle murmuré. Votre mère, ai-je dit en choisissant mes mots avec soin, vient d'une génération où les femmes n'avaient pas beaucoup d'options, mais vous, si, utilisez-les. Nous avons discuté encore un peu, et quand j'ai raccroché, je me suis senti triste pour elle, triste parce qu'elle découvrait tôt dans la vie qui il était vraiment, mais aussi plein d'espoir qu'elle ait le temps de faire des choix différents des miens. La deuxième semaine, quelque chose d'inattendu s'est produit. J'ai reçu un appel du frère de la mère de mon fils, mon ex-beau-frère. Nous ne nous parlions plus depuis des années, depuis que sa sœur nous avait quittés. « J'ai entendu ce qui s'est passé », a-t-il dit sans détour, « et je voulais te dire que tu as fait ce qu'il fallait. Mon père était exactement pareil avec ma mère. Il s'attendait à ce qu'elle fasse tout. Il la traitait comme une servante. Et tu sais ce qui s'est passé ? Elle est morte épuisée, vidée, sans avoir vécu un seul jour pour elle. Et lui n'est même pas venu à l'enterrement parce qu'il avait des choses plus importantes à faire. Ne laisse pas Julien devenir ça. Cette conversation m'a profondément marqué. Je voyais un schéma générationnel, une répétition de comportements qui passaient de père en fils. Et moi, en tolérant tout, j'avais été complice de cette perpétuation. C'est à cette époque que j'ai commencé une thérapie. Marcel m'avait recommandé un psychologue qui travaillait sur les questions familiales et les relations toxiques. La première séance a été difficile. J'ai pleuré pratiquement tout le temps, déversant 3 décennies de sacrifices, de douleurs, d'amour non rendu et d'espoir brisé. « Vous êtes-vous déjà demandé, m'a dit le thérapeute doucement à la 3e séance, pourquoi vous avez placé sa valeur au-dessus de la vôtre ? Qu'est-ce qui vous a fait croire que son amour était conditionnel à votre sacrifice ? » Je n'ai pas su répondre sur le moment, mais cette question a continué à résonner dans ma tête pendant des jours. Et j'ai commencé à réaliser que ça avait à voir avec ma propre mère, qui m'avait élevé seule dans des conditions difficiles. Ça avait à voir avec le besoin de prouver que j'étais digne d'être aimé. Ça avait à voir avec la peur de l'abandon. Et mon fils, sans le réaliser ou peut-être en le réalisant, avait exploité exactement cette peur toute sa vie. 2 semaines après notre discussion, il est réapparu, mais cette fois, c'était différent. Il n'a pas frappé à la porte avec colère. Il a sonné et a attendu. Quand j'ai ouvert, il avait l'air fatigué, et pour la première fois, j'ai vu quelque chose sur son visage qui ressemblait à de l'humilité. « Papa » a-t-il commencé. Je ne suis pas là pour demander quoi que ce soit. Je voulais juste vraiment discuter cette fois. Tu peux m'accorder quelques minutes ? Je l'ai regardé pendant un long moment. Une partie de moi voulait croire que c'était le changement que j'espérais, mais une autre partie, la partie qui apprenait à se protéger, était prudente. 20 minutes, ai-je dit. Tu as 20 minutes. Nous nous sommes assis à la table de la cuisine. La même table où il avait pris des milliers de repas quand il était enfant, la même table où je préparais ses devoirs, où nous avions des conversations sur son avenir, ses rêves. Mais maintenant, assis là avec un café froid entre nous, nous étions pratiquement des étrangers. Il est resté silencieux un moment, remuant nerveusement sa tasse. Je n'ai rien dit. Je n'allais pas lui faciliter la tâche cette fois. S'il voulait parler, qu'il parle. Mais je n'allais pas remplir les silences inconfortables comme je le faisais toujours. « J'ai parlé avec Camille », a-t-il finalement dit en parlant de sa femme. Elle m'a dit des choses sur la façon dont je te traite, sur la façon dont je la traite, et je ne voulais pas y croire au début. Je pensais que vous exagériez toutes les deux, tu sais, mais ensuite, j'ai commencé à faire attention à moi-même, et j'ai réalisé. Il s'est arrêté, a dégluti. J'ai vu ses yeux devenir rouges. J'ai réalisé que je suis exactement comme ma mère.
Ces mots sont tombés entre nous comme une bombe. Sa mère, qui nous avait abandonnés sans se retourner, qui n'avait jamais payé de pension, qui s'était construit une nouvelle vie, comme si nous n'avions jamais existé. Sa mère que je m'étais tant efforcé qu'il ne devienne pas. Quand tu as dit que je t'utilisais, que tu étais un employé pour moi, je me suis mis en colère. Parce qu'au fond, je savais que c'était vrai. Et c'est bien plus facile d'être en colère que d'admettre qu'on a tort, qu'on est devenu exactement ce qu'on a juré de ne jamais être. Des larmes ont commencé à couler sur son visage. Mon instinct paternel criait de le prendre dans mes bras, de le consoler, de dire que tout allait bien. Mais je me suis retenu, parce que tout n'allait pas bien, et il devait sentir le poids total de ses propres actes. Je me souviens, a-t-il continué la voix brisée, quand j'étais petit et que tu pleurais dans la salle de bain parce que maman avait appelé pour annuler sa visite encore une fois. Je me suis promis à ce moment-là que je ne ferais jamais ressentir à quelqu'un ce que tu ressentais. Et maintenant, je vois que j'ai passé ma vie entière à faire exactement ça, à te faire sentir petit, utilisé, jetable. Pourquoi, ai-je demandé, ma propre voix tremblante. Pourquoi, Julien? Qu'est-ce que j'ai fait de si mal pour que tu me traites comme ça? Tu n'as rien fait de mal, a-t-il dit avec véhémence, regardant enfin dans mes yeux. Tu as été parfait, tu as été tout. Et je crois que c'est la partie la plus dégueulasse de tout ça. Tu ne m'as jamais donné de raison de te maltraiter. Tu as toujours été là, toujours disponible, toujours à tout faire. Et moi, j'ai juste commencé à penser que c'était mon droit, que c'était comme ça que les choses fonctionnaient. Et ta belle-mère? Ai-je demandé. Tu m'as humilié devant elle, tu l'as laissé me rabaisser sans dire un mot. Il a fermé les yeux, une expression de honte sincère sur le visage. La famille de Camille a de l'argent, et moi, je me suis toujours senti inférieur, toujours senti comme si je n'étais pas assez bien pour leur monde. Et quand sa mère a commencé cette conversation, quand elle a commencé à te rabaisser, j'ai vu une opportunité de me mettre sur un piédestal, de montrer que j'étais différent de toi, que j'appartenais à ce monde, et je t'ai sacrifié pour ça. J'ai sacrifié la seule personne qui a toujours cru en moi, qui s'est toujours battue pour moi, juste pour me sentir supérieur pendant 5 minutes. Le silence qui a suivi était lourd. J'ai entendu l'horloge murale marquer les secondes. J'ai entendu les voitures passer dans la rue. J'ai entendu ma propre respiration. Et j'ai réalisé que c'était la conversation la plus honnête que nous ayons eue depuis des années, peut-être des décennies. Je suis en thérapie maintenant, a-t-il dit. J'ai commencé cette semaine, parce que j'ai réalisé que si je ne change pas, je vais perdre tout ce qui compte. Je t'ai déjà perdu, ou du moins, j'ai perdu ta confiance. Et je suis sur le point de perdre Camille aussi. Elle m'a donné un ultimatum. Soit je change, soit elle s'en va. Et le pire, c'est que je ne peux même pas lui en vouloir. Je suis devenu une personne insupportable. J'ai regardé mon fils. Vraiment regardé. Et j'ai vu au-delà de l'homme qui m'avait blessé. J'ai vu le garçon effrayé qui habitait encore en lui. Le garçon qui avait été abandonné par sa mère, qui avait grandi sans figure maternelle, qui n'avait peut-être jamais vraiment appris comment un homme doit traiter les gens qu'il aime. Mais j'ai aussi vu l'homme adulte qui était responsable de ses propres choix, de ses propres mots, de ses propres actes. Et cet homme devait être tenu responsable. « Je ne vais pas faire semblant que tout va bien, » ai-je dit calmement, « parce que ça ne va pas. Tu m'as profondément blessé, Julien, d'une façon qui va prendre très longtemps à guérir, si elle guérit, jamais complètement. Et des excuses, aussi sincères soient-elles, n'effacent pas des années de comportement destructeur. Je sais, a-t-il dit. Je ne m'attends pas à ce que tu me pardonnes maintenant. Je ne sais même pas si tu devrais jamais me pardonner. Je voulais juste que tu saches que je vois enfin. Je vois ce que j'ai fait, ce que j'ai toujours fait. Et ça me rend malade, ça me dégoûte de moi-même. Bien, ai-je dit, et ma voix était ferme, parce que peut-être que ce dégoût est le début d'un vrai changement. Pas un changement parce que ta femme a menacé de partir. Pas un changement parce que tu veux que je revienne faire tes 4 volontés. Mais un changement parce que tu ne veux sincèrement plus être cette personne. « Qu'est-ce que je peux faire ?» a-t-il demandé. « Pour réparer ça ?
Pour regagner ta confiance? Du temps, ai-je répondu, et des actions cohérentes. Les mots sont faciles, Julien. N'importe qui peut s'excuser. Mais un vrai changement, un changement profond, ça demande du travail. Ça demande que tu examines chaque schéma, chaque réaction, chaque attente que tu as. Ça demande que tu deviennes une personne différente. Et ça n'arrive pas du jour au lendemain. Il a hoché la tête, essuyant les larmes de son visage. Et pour nous, père et fils, c'est fini. Mon cœur s'est serré, parce que malgré tout, il était encore mon fils. Il était encore le bébé que j'avais tenu pour la première fois, avec tant d'amour que je pensais que mon cœur allait exploser. Il était encore l'enfant qui courait vers moi quand il tombait et s'écorchait le genou. Il était encore l'adolescent qui m'a serré dans ses bras quand j'ai découvert que j'avais des problèmes de santé et qui a murmuré qu'il ne savait pas ce qu'il ferait sans moi. Mais il était aussi l'homme qui m'avait traité de honte, qui m'avait utilisé et jeté, qui avait choisi son propre confort plutôt que ma dignité. Ce n'est pas fini, ai-je dit finalement, mais c'est sévèrement endommagé. Et ça va demander des efforts des deux côtés pour reconstruire, surtout du tien. Les mois qui ont suivi ont été un processus douloureux de reconstruction. Ce n'était pas rapide, ce n'était pas facile. Et il y a eu des moments où j'ai pensé que ce serait impossible. Mais pour la première fois, il y avait une honnêteté réelle entre nous. Même quand cette honnêteté faisait mal, Julien a continué la thérapie, et cette fois ce n'était pas que des mots vides. J'ai perçu le changement quand il a commencé à poser des questions sur ma vie. Pas parce qu'il avait besoin de quelque chose, mais parce qu'il voulait sincèrement savoir. Comment s'est passée ta journée? Qu'est-ce que tu fais en ce moment? Comment tu te sens? Des questions simples qu'il n'avait jamais posées avant, ou qu'il posait seulement par formalité. J'ai établi des limites claires. Plus question de débarquer sans prévenir, plus de demandes de dernière minute en s'attendant à ce que je laisse tout tomber. Plus question de supposer que je serais automatiquement disponible. Et chaque fois qu'il commençait à glisser vers les anciens schémas, je le signalais. Au début, il était sur la défensive, mais avec le temps, il a commencé à reconnaître et à corriger. La réconciliation n'a pas signifié revenir à ce qu'il y avait avant, parce que ce qu'il y avait avant était toxique. Ça a signifié créer une dynamique complètement nouvelle. Il demandait, plusieurs jours à l'avance, si je pouvais dîner avec eux. Il proposait de cuisiner pour moi. Il est venu chez moi un jour juste pour m'aider à réparer une fuite d'eau. Pas parce que je l'avais demandé, mais parce qu'il s'en souciait. Et le plus important, il me demandait des conseils, mais partageait aussi des choses de sa vie. Ce n'était plus juste moi existant pour résoudre ses problèmes. C'était un véritable échange, une vraie relation entre deux adultes qui se respectaient mutuellement. Camille aussi a changé. Elle a commencé à établir des limites avec sa propre mère, qui est restée plusieurs mois sans lui parler, mais qui est finalement revenue plus humble, plus prudente avec ses mots. Ma belle-mère n'est jamais devenue mon amie, et je ne voulais pas ça, mais elle a appris à me respecter. Ou du moins à faire assez bien semblant pour que les réunions de famille ne soient pas des champs de bataille. Le tournant le plus significatif s'est produit environ 4 mois après notre conversation initiale. C'était un dimanche matin et mon téléphone a sonné. C'était lui. « Papa » a-t-il dit, et sa voix sonnait étrange, nerveuse. « Tu pourrais venir déjeuner ici, aujourd'hui. Mais avant, il y a quelque chose que je dois faire, et j'aimerais que tu sois présent. » Quand je suis arrivé chez eux, j'ai été surpris de voir que ce n'était pas seulement lui et sa femme. Sa belle-mère était là, cette même femme qui m'avait humilié des mois plus tôt, qui avait ri à mon visage, qui m'avait appelé quelqu'un qui était né pour servir. Mon premier instinct a été de faire demi-tour et de partir. Mais Julien est venu à ma rencontre à la porte. « S'il te plaît, » a-t-il dit tout bas, « fais-moi confiance, juste cette fois. » Je suis entré prudemment. La belle-mère était assise dans le salon et pour la première fois depuis que je la connaissais, elle n'avait pas cet air de supériorité. Elle semblait mal à l'aise, presque honteuse. Julien est allé droit au but. « Papa » a-t-il dit en me regardant, puis il s'est tourné vers sa belle-mère.
Je t'ai demandé de venir ici aujourd'hui parce que j'ai besoin de dire quelque chose que j'aurais dû dire il y a longtemps. Ce jour-là au déjeuner, quand tu as humilié mon père, quand tu l'as rabaissé et t'es moqué de ses rêves, j'aurais dû te remettre à ta place. J'aurais dû te demander de sortir de ma maison et de ne jamais revenir jusqu'à ce que tu apprennes à respecter l'homme qui m'a élevé. La belle-mère est devenue rouge, mais il a continué. Mais je ne l'ai pas fait. Pire, je me suis jointe à toi. J'ai insulté mon père, je l'ai humilié, je l'ai traité comme de la merde pour te faire plaisir, et c'est quelque chose que je vais porter pour le reste de ma vie. Mais ici, maintenant, devant lui et ta fille, je te le dis, ça n'arrivera plus jamais. Si tu veux faire partie de ma vie, tu vas traiter mon père avec le respect qu'il mérite. Sinon, tu ne seras pas la bienvenue dans ma maison. Le silence qui a suivi était absolu. La belle-mère a regardé sa fille, probablement en attendant du soutien, mais Camille a juste hoché la tête, confirmant la position de son mari. A commencé la belle-mère, et pour la première fois, j'ai entendu de l'incertitude dans sa voix. Je ne pensais pas que je dis parfois des choses sans réfléchir. Non, l'ai-je interrompu, surprenant tout le monde, y compris moi-même. Vous ne parlez pas sans réfléchir. Vous dites exactement ce que vous pensez, ce que vous ressentez, ce que vous croyez. Vous croyez que vous êtes supérieur à moi parce que vous avez de l'argent, parce que vous êtes né dans un milieu différent. Et peut-être que vous l'êtes à certains égards. Vous avez une éducation formelle que je n'ai jamais eue, des opportunités que je n'ai jamais eues. Mais savez-vous ce que vous n'avez pas? Une vraie dignité. Parce que la dignité ne vient pas de la taille du compte en banque. Elle vient de la façon dont vous traitez les gens quand vous avez du pouvoir sur eux. Elle est devenue pâle. Apparemment, personne ne lui parlait comme ça. Je n'ai pas besoin de vos excuses, ai-je continué. Et, sincèrement, je me fiche que vous me respectiez ou non, parce que le respect d'une personne comme vous ne signifie rien pour moi. Mais mon fils, lui, doit comprendre qu'il a épousé votre fille, pas vous. Et que sa loyauté doit aller à sa femme et à sa famille, pas à une belle-mère manipulatrice. Julien avait les yeux écarquillés. Camille avait une main sur la bouche, clairement choquée. Et la belle-mère avait l'air d'avoir été heurtée par un camion. « Je crois qu'il vaut mieux que vous partiez », a dit Julien à sa belle-mère, sa voix ferme. Et quand vous serez prête à sincèrement vous excuser auprès de mon père et à réfléchir au genre de personne que vous avez été, vous pourrez revenir. D'ici là, vous n'êtes pas la bienvenue ici. La femme s'est levée, a pris son sac à main de marque et est sortie sans dire un mot. Quand la porte s'est fermée derrière elle, j'ai ressenti quelque chose que je n'avais pas ressenti depuis longtemps, de la validation. Enfin, après tant de temps passé à être traité comme moins que rien, quelqu'un avait pris mon parti. Mon fils avait pris mon parti. 6 mois après ce dimanche mémorable, j'étais dans ma petite cuisine. Mais elle ne semblait plus si petite. Elle semblait chaleureuse, elle semblait mienne. J'avais commencé ce cours de réparation et restauration de vélo dont la belle-mère s'était moquée. Pas pour prouver quoi que ce soit à qui que ce soit, mais parce que j'aimais vraiment ça. Et j'ai découvert que j'étais doué. Mes vélos restaurés ont commencé à avoir du succès auprès des voisins et des collègues. J'ai fait quelques ventes, rien de très grand, mais assez pour me faire sentir productif, créatif, vivant. Ce n'était pas une question d'argent, c'était avoir quelque chose qui était à moi, une identité au-delà d'être le père de quelqu'un. Ma relation avec Julien n'est pas revenue à ce qu'elle était avant. Et c'était une bonne chose, parce que ce qu'il y avait avant était dysfonctionnel. Maintenant, nous avions quelque chose de différent. Plus équilibré, plus sain. Il venait me voir, mais il demandait avant. Il m'invitait à dîner, mais il acceptait quand je disais non, parce que j'avais d'autres plans. Il m'offrait de l'aide, mais pas parce qu'il attendait quelque chose en retour. Et le plus important, il me demandait des conseils, mais partageait aussi des choses de sa vie. Ce n'était plus juste moi existant pour résoudre ses problèmes. C'était un véritable échange, une vraie relation entre deux adultes qui se respectaient mutuellement. Camille aussi a changé.
Elle a commencé à établir des limites avec sa propre mère, qui est restée plusieurs mois sans lui parler, mais qui est finalement revenue, plus humble, plus prudente avec ses mots. Ma belle-mère n'est jamais devenue mon amie, et je ne voulais pas ça, mais elle a appris à me respecter, ou du moins à faire assez bien semblant pour que les réunions de famille ne soient pas des champs de bataille. Un jour, j'étais assis dans le parc avec Marcel, prenant ce café qui était devenu notre tradition hebdomadaire, quand il m'a demandé « Tu regrettes quelque chose, d'avoir dit non ce jour-là, d'avoir établi des limites ?» J'ai réfléchi soigneusement avant de répondre. « Je regrette de ne pas l'avoir fait plus tôt, ai-je avoué. Je regrette d'avoir permis que ce schéma s'installe pendant si longtemps, mais regretter de m'être enfin défendu, jamais. C'est la chose la plus libératrice que j'ai jamais faite de ma vie. » « Et s'il n'avait pas changé ?» a demandé Marcel. « Et si vous vous étiez éloigné définitivement ?»« Alors j'aurais perdu un fils qui ne me respectait pas, ai-je répondu. Mais j'aurais regagné moi-même. Et au final, nous sommes les seules personnes avec qui nous devons vivre jusqu'à la fin. J'ai choisi de vivre avec moi-même avec dignité. » La vérité, c'est que ce petit déjeuner que je n'ai jamais préparé, cette quiche que je n'ai jamais faite, ce jour où j'ai enfin dit non, ce n'était pas de la vengeance, c'était de la justice personnelle, de la justice méritée. C'était établir que j'étais une personne, pas un outil, que j'avais de la valeur, pas seulement une fonction. Et la leçon que nous avons tous apprise, moi, mon fils, ma belle-fille, même la belle-mère, c'est que l'amour sans respect est de la maltraitance, que le sacrifice sans reconnaissance est de l'exploitation, qu'être père ne signifie pas s'annuler, qu'être fils ne signifie pas avoir le droit de maltraiter celui qui t'a élevé. J'ai appris qu'il n'est jamais trop tard pour établir des limites, qu'il n'est jamais trop tard pour se défendre, qu'il n'est jamais trop tard pour exiger le respect que vous avez toujours mérité, mais que vous avez été trop gentil pour exiger. Et j'ai appris la chose la plus importante de toutes, que parfois la plus grande forme d'amour que nous pouvons nous montrer à nous-mêmes et aux autres, c'est de dire non. C'est de permettre aux gens de ressentir les conséquences de leurs actes. C'est d'enseigner, même quand ça fait mal, même quand c'est difficile, que nous sommes tous des êtres humains méritant la dignité. Aujourd'hui, quand Julien vient me rendre visite et voit ces vélos que je restaure pour les vendre, il ne se moque pas. Il m'aide, il poste sur ses réseaux sociaux, recommande à ses amis, est fier. Et chaque fois qu'il monte sur un de mes vélos restaurés et dit « Celui-là est magnifique, papa », je vois non pas seulement un fils complimentant son père. Je vois un homme qui a enfin appris à valoriser ce qu'il a toujours eu, mais qu'il a failli perdre. La table du petit déjeuner n'a plus jamais eu la même signification. Ce n'est plus un endroit où je sers et où il reçoit. C'est un endroit où nous nous asseyons ensemble comme égaux, partageant non seulement de la nourriture, mais du respect, du vrai amour et la conscience que les relations saines exigent des efforts des deux côtés. Et quand je repense à cet homme de 58 ans qui est sorti de ce déjeuner humilié, le cœur brisé, jurant qu'il ne serait plus jamais traité ainsi, je ressens de la fierté. Pas la fierté d'avoir été le père parfait, parce que ça n'existe pas, mais la fierté d'avoir été assez courageux pour changer, pour exiger plus, pour me défendre. Parce qu'au final, la plus grande victoire n'a pas été de le laisser sans repas pour un jour. C'était de lui enseigner que la personne dont il avait le plus besoin dans sa vie, qui avait toujours été là pour lui, était aussi une personne avec des limites, avec de la dignité, avec sa propre valeur. Et que, s'il voulait mon amour, mon temps, mon énergie, il devrait les mériter. Pas avec des mots vides, mais avec des actions cohérentes, un respect sincère et une vraie reconnaissance. C'est l'histoire de comment je suis devenu mon propre héros, de comment un simple refus de préparer un petit déjeuner s'est transformé en la décision la plus importante de ma vie, et de comment parfois la plus grande force n'est pas de continuer à se sacrifier, mais de finalement s'arrêter et dire « je mérite mieux » et d'agir en conséquence.
Si cette histoire t'a touché, n'oublie pas de laisser ton like et de t'abonner à la chaîne Les Conseils de Papy pour ne manquer aucune de nos histoires. Et dis-moi en commentaire d'où tu regardes cette vidéo et ce que tu en as pensé. À très bientôt pour une nouvelle histoire. That's so cute. Oh, what? Oh my god. That's mad. A lot of loot. Oh shit. Bitch. Is that the last one? I don't know. I think it might be, I don't know. Oh, I hear it. I hear a zombie. Hey, I got booze. Something's gonna come out of this outhouse, surely. Oh, that was the last round? Oh, okay. Nothing happens if you kill them all? Okay. Is there any blueprints or anything, or no? Still cute. Regardless of if anything happens or not. I'm gonna see if I can make the glider suit. I think I can. Is it better than the grapple? I don't know. I don't have any room. Does it count as a weapon? Not sure. Haven't crafted it yet. You don't get anything out of it? Okay, it's still cool, but like honestly. Alright, I made it, but I don't know what to do with it. yeah, I don't know what it replaces. Oh, okay. It does replace. Oh, it's only got one use? Oh, that blows. Jesus. That was expensive for one use. Fuck me. How do we leave? The door? Yeah, the door. Yeah, I think so. Hey, Gonzi, what's up? Nice to see you. Thank you for being here. Alright, let's get going, I guess. There was a little cave down here. Do you think there's anything in it? Maybe. No. We know if there's anything. Mm. Oh, fucking big ass cave. What the hell? Fuck. I'm not sure. Keeps going though. Oh, it's unlimited. It's just one suit. Okay, gotcha. What the fuck? What the hell? What is this? Wait, this is a quest. We had a quest here. Really? Yeah, we had a quest. What the fuck? Just Okay. ended up at it. I don't know. Right here. Fuck. You're Vulcan Dahl. And you are Mr. Crane. You're quite a capable man. I get things done. That makes you far above average. Those two, in spite of what you have no doubt witnessed, are no less capable. In their own way. A submarine? So, you're trapped here too? Not for much longer. You couldn't buy your way out? The government knew I'd been bitten. They said I would have to be stored in some sort of secret quarantine base. That was not for me. Did you bring this sonar unit? Have it right here. Ready for testing, Mr. Dahl. Excellent. Mr. Crane, you wish to do the honors? Why not? Try not to break it. You're not gonna betray us? Maybe. What quest? Brilliant. Preparing for test maneuvers. Yo, did we get to test it? Open. Submerging to 2 meters. Ahead 1/3. I don't know. Fair enough. Oh! Damn! Oh, that's
gonna Wow. suck. Oh no! Oh no! Oh, it's these two guys I again. want to I've know noticed. Oh, what true. happened. The Yeah. dudes. It blew up. It blew up. It's your fault. It's your fault. Mine? Insane. Mine? You are How you doing insane. today, Guns? Yes, of course. Fatigue.